Bonjour à tous. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est une série de 3 vidéos sur le parc optique Fuji en ce début 2023, parce que ça me semble quand même intéressant. Quel objectif déjà, ça dépend un petit peu du boîtier, bien sûr, hein, de sa taille, je veux dire. Quel objectif, au pluriel, hein, bien sûr, selon ses besoins, selon son budget. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire la première vidéo sur ce que je vais appeler les focales standards, la deuxième sur les ultra grand angle et la troisième sur les téléobjectifs, hein, parce que si je mets tout dans la même vidéo, ça va durer trop longtemps, je pense. Voilà, alors aujourd'hui on va se concentrer sur les focales standards. Qu'est-ce que j'entends par focale standard? On va dire les focales entre guillemets habituelles, celles qui vont du... je vais parler en équivalence plein format dans un premier temps pour que ce soit un peu plus facile de se repérer. Tout ce qui va du 24 mm en équivalent plein format jusqu'aux environs du 100 mm hein, en équivalent plein format. Donc dans cette vidéo, je vais inclure notamment les optiques pour le portrait. Alors, du coup, on va aussi séparer les focales fixes et les zooms. Je vais parler dans un premier temps des focales fixes et on va y aller par focale croissante, hein, comme ça je pense que ça sera plus simple. Et on va donc commencer avec l'équivalent 24 mm en plein format, c'est-à-dire du 16 mm sur nos boîtiers Fuji. Qu'est-ce qu'on a en 16 mm dans le parc optique Fuji? Déjà on a de la focale fixe, c'est pas mal, hein, parce que c'est une optique en général qu'on aime bien pour le paysage. Alors pourquoi en focale fixe? Ça peut être pour vouloir une qualité optique maximale, donc là on va voir si on a ça vraiment dans la gamme Fuji. Ça peut être aussi en complément d'un zoom par exemple, qui ne démarre pas au 16 mm. Alors c'est le cas du mien, donc je peux en parler, hein. C'est-à-dire que quand on possède comme moi un zoom qui commence à 18, c'est-à-dire un équivalent plein format 27 mm, eh bien il manque le fameux 16, c'est-à-dire que sur une photo de paysage, parfois le 18 c'est un petit peu trop long. En photo d'intérieur aussi, de famille notamment, ça arrive que le 18 soit un petit peu court par moment. Donc c'est vrai qu'avoir en complément hein, une focale fixe 24, pourquoi pas. On a pour commencer un objectif que je pense, moi de mon côté je vais éliminer très vite, c'est chez Fuji le 16 mm 1.4. Alors cet objectif il est ancien hein, chez Fuji, alors c'est pas du tout un problème qu'il soit ancien en soi, puisque on va le voir un peu plus loin, d'autres objectifs qui sont pas tout récents donnent entière satisfaction, hein. Mais celui-là je trouve pas, et c'est surtout par rapport à son prix. On a un 16 1.4 qui fait partie de la génération où l'ouverture 1.4 était moyennement utilisable, c'est-à-dire que le piqué n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors il y en a qui aiment bien ça, hein, parce que ça fait un rendu assez doux. Enfin, pour un objectif qui va faire du paysage, c'est pas trop ce qu'on lui demande. Alors en vlog, par contre, oui, là, ça s'entend, hein, bien sûr. Mais alors là, on va... côté vlog, par exemple, on va buter sur un autre problème, c'est que l'autofocus est moyen, hein, puisque c'est quand même de l'ancienne génération aussi. Alors, si on ajoute une pleine ouverture peu utilisable avec un autofocus moyen et qu'on est à plus de 1000 €, on va arrêter les frais, hein, je pense. Voilà, pour ce 16 1.4 à déconseiller en l'état. Heureusement, on en a deux autres dans la monture Fuji. Alors on a son concurrent direct, hein, qui est apparu il y a moins d'1 an, hein, avec Sigma et son trio de focales fixes. Eh bien, on a le 16 1.4, exactement comme le Fuji, qui est meilleur pour le coup optiquement, hein. Alors, à la pleine ouverture, il ne sera pas homogène, mais au moins au centre, il sera beaucoup plus piqué que le Sigma, déjà pour commencer. Et ensuite, dès qu'on ferme, on a une belle image, hein, vraiment, et un autofocus qui est plus à jour, sensiblement, que le Sigma. Tout ça pour plus de 2 fois moins cher.
Bon, alors si vous n'êtes pas vacciné optique Fuji, c'est-à-dire bac de diaphragme obligatoire, on va dire, ce sigma est beaucoup plus indiqué, hein, évidemment, hein, surtout à ce prix-là. Et pour terminer cette focale, on a, alors retour chez Fuji, un objectif qui à mon avis là pour le coup est beaucoup plus intéressant que le 16-1.4, c'est le 16-2.8. Alors on perd bien sûr hein, deux stops de diaphragme, mais finalement pour une focale qui est destinée à faire peut-être avant tout du paysage, et ben en paysage de toute façon on n'est ni à 1.4 finalement ni à 2.8, hein, on est plutôt à f8. Donc là cet objectif à partir de f5.6 c'est très bon, hein, homogène et piqué. Voilà, il l'est moins à f2.8. Alors quand est-ce qu'on va utiliser le f2.8 finalement? Eh ben moi je dirais plus en photo effectivement d'intérieur, hein, de famille, où là on n'a pas besoin du piqué maximal, surtout sur les bords. Hein. Voilà. Donc c'est un objectif surtout qui est intéressant parce qu'il est ultra compact. Alors ça c'est la grosse différence par exemple avec le Sigma, puisque j'ai oublié de dire le Sigma, son petit défaut c'est qu'il est assez gros, quoi. Il n'est pas très compact. Hein. Alors, du coup, le 2.8, lui, il est minuscule. Hein. Il pèse, je crois, 150 grammes et il est tout petit. Alors, voilà. Donc ça, c'est un de ses avantages évidents. Et là, pour le coup, il y a aussi son prix. Parce que c'est un objectif qui est à peu près dans les prix du Sigma. Alors, c'est un peu le problème aussi, c'est que finalement, avec le Sigma, on a le 1.4 quasiment pour le même prix que le 2.8. Oui, mais là, il y a quand même une histoire d'encombrement qui joue. Hein. On ne parle pas du tout de la même chose. Et puis là, on a un objectif Fuji quand même, qui a la bague de diaphragme, hein, pour ceux qui veulent ça, à un tarif intéressant. Alors, en plus, comme voilà, il n'est pas sorti cette année, hein, on le trouve assez facilement d'occasion, à moins de 300 €. Donc, je pense que c'est intéressant. Voilà pour notre focale fixe 16 mm équivalent 24 en plein format. Ensuite, on va commencer à monter un petit peu en focale. Et moi, il y a une focale que j'aime bien, hein, en général, c'est l'équivalent 28 mm du plein format. Il faut se rappeler que, alors, je divague mais rapide, mais que les smartphones, à l'époque où ils n'avaient que un objectif, hein, parce que maintenant ils ont tous 2, 3 objectifs, mais eh bien c'était un équivalent 28 hein, à peu près, parce que bah, c'est polyvalent le 28 mm justement. Et je trouve que chez les autres constructeurs, et notamment en plein format, on a peu de références de 28 mm de bonne qualité, voire de très bonne qualité, il n'y en a même pas pour tout dire. Alors que chez Fuji, on a de la chance. Alors il n'y en a qu'un. Hein. Il y en a qu'un. Il y a peut-être un pancake aussi, il me semble, mais bon, je ne vais pas en parler spécialement de celui-là. Moi, je trouve beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est pas le même prix, mais le 18 mm 1.4, qui, alors vous voyez, il vaut le même prix que le 16 1.4 et ça n'a rien à voir. Hein. Là, celui-là, il est entièrement recommandable si on a les moyens, bien sûr, parce que là, on a vraiment un bel objectif. Hein. Un piqué à toutes les ouvertures, toutes les focales, voilà, et donc c'est quand même un 1.4. Hein. Une construction au top, un autofocus au top, voilà. Après, il n'est pas hyper compact, bon, c'est quand même du 1.4, et par exemple par rapport à la génération précédente de 1.4 chez Fuji, on est moins compact et on est un peu plus lourd, hein. Mais bon, c'est le prix à payer pour un autofocus qui va beaucoup mieux, une pleine ouverture qui est exploitable, ce qui n'était pas le cas des anciens, voilà. Donc très bel objectif, très belle référence hein, en monture Fuji. Alors voilà, disons qu'après, à part le fameux pancake, c'est un peu tout ce qu'on a. Donc, mais c'est déjà pas mal. Du coup, on va passer tout de suite à l'équivalent 35 mm. Là, on va voir qu'on a un peu plus de choix parce que bah, le 35 mm plein format, hein, c'est quand même un peu la focale fixe reine du plein format, ce qui se traduit par du 23 mm en APS-C. Alors on a quoi? Ben, on a toujours la série 1.4, là, la nouvelle, hein, avec le 23 1.4 qui est aussi superbe que le 18, sauf que c'est un 23, donc je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit.
Ensuite, on a aussi de la chance parce qu'à partir du 23 mm, on rentre dans la gamme f2 chez Fuji, qui pour le coup donne des objectifs, alors là cette fois-ci beaucoup plus compacts, pour un stop d'écart, pas plus, c'est pas du 2.8, c'est bien du 2. Un stop d'écart, une compacité excellente, un rapport qualité-prix excellent, puisque là on a des objectifs qui coûtent plus ou moins 400 €, alors, enfin plutôt un peu plus, mais enfin autour de 400 €, on va dire, et qui sont très bons. Alors ils sont moins superlatifs au niveau piqué que la nouvelle série des 1.4, mais enfin pour la plupart des sujets ça suffit largement, Et donc cette gamme F2 chez Fuji, elle est connue et elle est célèbre, et c'est à juste titre. Donc le 23 F2. Ensuite, en 23 mm, donc équivalent 35, c'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas Sigma, par exemple, qui est présent sur cette focale-là. C'est presque un peu dommage. Alors là où Sigma va être présent, c'est sur la focale suivante, c'est-à-dire l'équivalent plus ou moins 50 mm en plein format, c'est-à-dire tout ce qui va du 30 au 35 mm en APS-C. Alors le 30 ça donne du 45, le 35 ça donne du 52, 53, voilà. Et ce qui donne vraiment du 50, c'est du 33 mm. Alors justement, ça tombe bien puisque Fuji a sorti dans sa superbe série 1.4 un 33 mm 1.4 de la même veine que les deux autres. Et lui, il a le bon goût d'être quand même un petit peu moins cher que ses deux grands frères, puisqu'on va le trouver plutôt à 800 € qu'à plus de 1000 €. Donc voilà, très belle référence. Après, on a, qui vient le concurrencer, là, pour le coup, le Sigma 30 mm 1.4. Donc accessoirement, c'est celui qui est en train de me filmer. Ce 30 mm 1.4, il coûte, là aussi, beaucoup moins cher, parce que lui, il coûte carrément moins de 400 € neuf. Et il lâche pas grand chose, finalement, au Fuji. Il est un peu moins piqué, c'est sûr, un petit peu moins homogène peut-être, notamment à la pleine ouverture. Il est un peu moins bien construit aussi, c'est plus plastique quand même. Alors il y a quand même un joint d'étanchéité, mais je pense qu'il sera moins tropicalisé que le Fuji, c'est sûr. Au niveau autofocus, il est sans doute un petit peu en dessous du Fuji, qui bénéficie des derniers moteurs LM de Fuji. Ce Sigma, ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà en monture Sony entre autres, et il a l'autofocus Sigma d'ancienne génération, enfin ancienne, on se comprend, rien à voir avec le Fuji 16-1.4 quand même. Mais il a été mis à jour, il y a eu une mise à jour là très récente que j'ai faite, que ce soit sur le 30, le 56. Et ça a amélioré quand même l'autofocus, notamment en suivi. Mais je pense qu'on n'est toujours pas quand même au niveau du Fuji 33-1.4. Mais enfin, à part ça, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. En plus, il est compact, celui-là, pour du 1.4 alors notamment. Donc c'est une super référence aussi dans la monture Fuji, je trouve. Voilà. Et puis, alors toujours chez Fuji, là aussi on a la gamme F2 qui est présente. Donc à nouveau un objectif très compact, donc c'est un 35 par contre, F2. Et il est un peu plus cher que le Sigma, donc c'est là que ça met un petit peu quand même le doute, c'est-à-dire que pour un peu moins cher que le Fuji F2, avec Sigma on a un 1.4, quoi. Bon, après à voir où sont ses priorités, c'est sûr. Donc on a fini avec l'équivalent en 50 mm. Ensuite en focale fixe, là on va grimper assez vite, c'est-à-dire qu'on va arriver dans les focales à portrait, donc c'est parti. Alors la
plus courte, c'est le 50 mm en APS-C qui équivaut à 75 en plein format. Donc chez Fuji, on a le 50 mm f2. Cette fois-ci, on va commencer par lui. Toujours la gamme f2 de Fuji, hein, pas trop cher, bien compact, qui va bien au niveau qualité optique. Donc le 50 f2. Après, si on veut mieux au niveau qualité optique, au niveau ouverture surtout, là c'est le 56 1.2. Alors le 56 1.2, il y a l'ancien et il y a le nouveau, puisqu'il a été changé là très récemment, hein, fin 2022. L'ancien, c'était un objectif que beaucoup de fugistes adoraient, hein, à juste titre, mais ils étaient conscients en général de ces deux défauts. Une pleine ouverture un peu molle, on va dire. Il y en a qui disaient oui, mais c'est parce qu'il a du caractère. Bon, alors après chacun son avis, mais enfin, c'était pas super piqué à la pleine ouverture. Après, ça s'améliorait assez vite, hein, en fermant le diaphragme. Et surtout, son plus gros défaut, c'est un autofocus vraiment à la ramasse, hein, à se demander comment Fuji avait pu mettre un tel autofocus dans cet objectif, parce que sur un objectif à portrait, avoir un autofocus quand même défaillant, surtout à f1.2, à l'heure des mises au point sur l'œil, etc., c'était quand même un sacré problème, hein, sur cet objectif. Alors ils l'ont mis à jour donc fin 2022. Comme vous le voyez, il est quand même sensiblement plus gros, hein, le nouveau, plus volumineux. Mais il a corrigé clairement le problème de la pleine ouverture. Et de manière générale, il est encore plus piqué que le précédent. Donc un bel objectif. Est-ce qu'ils ont amélioré l'autofocus? On va dire, bah, il y avait intérêt, hein. Bah ouais, mais tout le monde n'a pas bien compris ce qu'a fait Fuji là. C'est-à-dire que oui, ils ont amélioré l'autofocus, ça c'était, enfin, on partait tellement bas que c'était pas possible autrement. Mais ils ont quand même pas mis le fameux moteur LM qu'ils ont mis dans toutes les focales fixes 1.4, qui est présent dans tous leurs zooms téléobjectifs. Ils l'ont pas mis dans ce 56 1.4 nouvelle version. Incompréhensible. Surtout qu'il est quand même vendu à un prix conséquent, hein. On est bien d'accord. Alors bon, voilà pour ce nouveau 56 1.2. Alors après, on va dire, là c'est simple. Si vous voulez un autofocus qui va quand même un peu plus vite que ce nouveau 56 1.2, alors sans être non plus un foot de guerre absolu, mais qui est quand même meilleur que celui du 56 1.2, que vous vous contentez de l'ouverture 1.4 au lieu de l'ouverture 1.2, hein, donc il n'y a pas, on est, je crois même pas qu'on soit à un demi-stop d'écart, hein, entre le 1.2 et le 1.4, faudrait que je vérifie, je sais plus, et que vous voulez surtout un prix plus que divisé par 2, et ben vous avez le Sigma 56 1.4 que je possède donc aussi, et qui franchement, vu son prix et vu sa qualité, pour moi, disqualifie le 56 1.2 de Fuji. Parce que s'il lâchait beaucoup en qualité optique, je ne dis pas, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est vraiment très bon celui-là, et même dès la pleine ouverture. C'est-à-dire que ce Sigma 56 1.4, c'est le meilleur des 3 focales fixes que Fuji a sorti, hein, clairement. Et puis alors surtout par rapport au 56 1.2 de Fuji, il est d'une compacité incroyable, hein. Je l'avais montré dans une autre vidéo. Moi, c'est de tous les objectifs que j'ai en monture Fuji, c'est le plus compact de tous, et pourtant c'est un équivalent 85 en plein format. C'est un vrai objectif à portrait, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez donc faire pratiquement des portraits en mode furtif, en fait, avec cet objectif, c'est très drôle. Alors surtout avec l'écran orientable dans tous les sens là, du XH2S, voilà, vous faites des cadrages, les gens ne vous voient pas spécialement, et vous faites des magnifiques portraits, vu la compacité du truc. Ils ne remarquent pas non plus un énorme objectif qui les pointe, quoi, je veux dire, qui pointe sur eux, pardon. Donc super, j'adore cet objectif moi personnellement.
Voilà, alors on ne peut pas s'empêcher de mentionner le 50 mm f1 de Fuji dans cette gamme-là. Ouais, ben, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas du tout, ça c'est sûr. Trop gros, trop cher, trop lourd, trop imparfait optiquement parce que beaucoup d'aberrations chromatiques, notamment à la pleine ouverture, ben ça fallait s'y attendre quand même à f1. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et donc là, je vais reprendre une formulation que j'avais beaucoup aimée chez Damien Bernal, que vous connaissez sans doute, quand il avait testé, il y a un moment déjà qui est sorti, cet objectif. Il avait dit, il n'y a rien de pire que quand l'APS-C essaye de copier le plein format. Ben voilà, on est en plein dedans. On est dans un objectif de la démesure, alors que là, clairement, moi qui suis un fervent défenseur de l'APS-C, ben là je le dis ouvertement, plutôt que d'avoir ce gros bousin là, imparfait en plus optiquement, acheter un boîtier plein format d'occasion, acheter un 85 1.4 d'occasion et vous allez vous faire bien plus plaisir. Vous aurez encore plus de bokeh qu'avec ce 50 1.0 parce que le 50 1.0 en termes de profondeur de champ, il équivaut à du 75 1.4 en plein format. Donc si vous avez un 85 1.4, vous aurez encore un petit peu plus de flou d'arrière-plan. Alors franchement, le jeu en vaut pas la chandelle, à mon avis, de ce 50 1.0 là. Bref, voilà. Alors, ensuite, est-ce qu'on a des objectifs en augmentant encore la focale? Alors oui, chez Fuji, on a un 60, mais c'est un 60 macro, donc pas trop destiné au portrait à la base, mais enfin, je le mentionne juste. Ensuite, alors je crois que c'est pareil, on a un 80 macro, il me semble, aussi. Et on a surtout un 90 f2, voilà. Alors là, c'est vraiment, j'ai dépassé la limite que j'avais fixée, mais enfin, je ne savais pas trop où le mettre, ce 90 f2, parce que ça équivaut à un 135 quand même en plein format. Alors c'est un objectif ancien, là, celui-là aussi. Là où il va être un peu ancien, c'est au niveau de l'autofocus, c'est pas un foot de guerre. En revanche, en qualité optique, c'est un objectif qui avait sans doute une longueur d'avance, rien à voir avec le 16 1.4 justement. C'est-à-dire c'est un objectif qui, là, même sur les capteurs 40 mégapixels sortis récemment, donne toujours des très belles images, quoi. Donc voilà. Après, c'est quand même une focale particulière, on va pas se mentir. C'est adapté vraiment à du portrait en se tenant à une certaine distance, on va dire. Sans avoir la souplesse du zoom. On est à f2, on n'est quand même pas à f1.4, donc bon, c'est-à-dire que le 135 f2, si on parle en équivalent plein format, le 135 f2 donne le même bokeh qu'un 85 1.4. Donc transcrit en APS-C, ce 90 f2 donne le même bokeh que le 56 1.4, tiens, par exemple de Sigma, voilà. Donc à voir, mais c'est particulier. Après, c'est justement là où c'est aussi particulier, c'est que c'est quand même un objectif qui, vu son âge, est cher encore. Pareil, plus de 1000 €, qui n'est pas compact du tout. Bon, donc voilà. À vous de voir. Et puis on va terminer, parce que là après on a fait le tour, je pense quand même, on va terminer avec le dernier arrivé quand même, et qui va se situer en focale justement pile entre les 50-56 et le 90. C'est le nouveau Viltrox 75 mm 1.2. Et là évidemment 75 mm 1.2, pour le coup ça vaut mieux que 90 mm f2. Surtout qu'ici on a un objectif moderne qui lui aussi, d'après les tests qui sont parus, est d'un piqué, étonnant même, vraiment. Et même à la pleine ouverture, c'est ça qui est fou, parce qu'on parle de f1.2 quand même. Et puis sur du 75 mm, ça veut dire que là, on arrive à avoir, je pense, c'est sûr, le plus gros bokeh possible qu'on puisse avoir en monture Fuji, quoi. Là, 75 1.2, c'est bon. Là.
en focale plein format, ça équivaut à peu près à du 112. Donc on est à mi-chemin entre le 85 et le 135. Ça peut être donc une bonne option. Et bien voilà, donc pour les focales fixes standards. Alors ensuite on va passer au zoom. Donc les zooms, on en a plusieurs, hein, bien sûr. On va peut-être commencer par le plus gros, le plus cher. Voilà, c'est le 1655 f2.8 de Fuji. Alors lui aussi, il est sorti déjà depuis un certain temps, hein, ce 1655, mais c'est un peu comme le 90 f2. Lui, il avait une longueur d'avance au niveau qualité optique, puisque sur les nouveaux capteurs 40 mégapixels, il est parfait. Hein, donc voilà. Donc très bel objectif au niveau de la qualité optique. C'est un objectif qui a un très bon autofocus. Là, par contre, lui, il avait bien déjà les moteurs LM. Hein, donc tout va bien à ce niveau-là. Là où il y a peut-être à dire, c'est son prix quand même, parce qu'on est sur un objectif voilà, qui n'est pas sorti là l'année dernière, hein, ni l'année d'avant. Qui coûte, quand il est à son prix normal, 1300 €. Donc je trouve que c'est quand même un peu trop cher. Et puis l'autre problème, hein, pour ceux qui voient bien ça comme un problème, hein, comme moi, c'est que c'est un objectif qui, je trouve, ne cadre pas super bien avec l'APS-C. Hein. Si on a envie que l'APS-C ça soit accompagné d'objectifs suffisamment compacts, bah, ce n'est pas le cas de cet objectif. Et surtout, il fait quand même bien penser en gabarit et en poids à un 24-70 f2.8 du plein format, c'est-à-dire quand même des objectifs qui sont loin d'être compacts. Hein. Et donc c'est un petit peu dommage. Alors oui, c'est du 2.8 et c'est un zoom qui a quand même un gros range, hein, c'est sûr, puisqu'on va du 24, donc ça c'est super, jusqu'à un équivalent 85 qui est la focale à portrait, donc c'est super, c'est sûr. Mais ça se paye en poids et en encombrement un peu trop, je trouve, et en prix aussi. Voilà. À titre de comparaison, Sony fait pour sa monture APS-C un objectif que peu de gens connaissent, puisque les boîtiers APS-C Sony sont à la ramasse, hein, clairement actuellement. Donc du coup, cet objectif, c'est dommage, il n'est pas très utilisé. C'est aussi un 1655 2.8 qui est sorti un peu après le Fuji. Et surtout, ce qui montre que c'est possible, il est moins cher, moins lourd, plus compact et aussi qualitatif que le Fuji. Voilà. Hein. Alors du coup, si on veut plus compact chez Fuji, on a d'autres solutions. Soit la solution où on va être vraiment beaucoup plus compact, et c'est le Fuji 1855 f2.8.4. Donc là, on a une ouverture glissante, hein, c'est sûr. Après, c'est une ouverture glissante qui reste quand même correcte. Hein. C'est pas du 3.5.5.6, hein. C'est bien du 2.8.4. Alors, comme toutes les ouvertures glissantes, on va pas être beaucoup à f2.8. Hein. On va être plus vers f4 que à f2.8. Mais enfin, vu la compacité de l'engin, il est stabilisé en plus, il est tropicalisé. C'est bien, hein, quand même. C'est bien. Alors, il n'est pas donné, mais enfin, on va dire, lui, je pense qu'il est à peu près au bon prix. Et en qualité optique, il est pas mal. Hein. Il est franchement pas mal. Alors, il n'a pas le piqué du 1655, hein, ok, mais enfin, il fait ce qu'on lui demande pour son prix, on va dire. Voilà. Ensuite, toujours chez Fuji, on a le 1680 f4. Donc là, c'est la solution où on va avoir plus de range, hein, le plus possible, là, pour le coup, enfin presque, parce qu'on va voir qu'il y en a un nouveau quand même. 1680, ça fait 24-120, donc ça, c'est quand même cool, 24-120 en équivalent plein format, et on reste à f4 sur toute la plage. Donc c'est plutôt bien. Alors évidemment, c'est à compléter avec une ou deux focales fixes plus ouvertes, hein, mais on va dire, pour le côté polyvalent, c'est bien. Cet objectif, il est moins compact que le 1855, mais nettement plus que le 1655. Il démarre quand même à 16 mm, donc ça c'est bien. Hein. Alors par contre, c'est un petit peu son défaut, c'est qu'à 16 mm et même sur d'autres focales hein, vers le grand angle,
il est pas très homogène en fait. C'est-à-dire il va être bien piqué au centre, ça il n'y a pas de souci. Mais sur les côtés, ça pêche quand même pas mal, même en fermant le diaphragme. Et évidemment, si vous en servez en photo de paysage, alors bon, après, ça dépend de vos limites de tolérance, bien sûr, hein, mais c'est un petit peu son défaut. Voilà. Pour le reste, c'est un objectif polyvalent avec les limites d'usage du f4, hein, c'est sûr. Et il n'est pas donné, il est même plutôt cher, sauf quand il est vendu en kit, parce qu'il est vendu en kit hein, avec soit le XT4, je pense qu'avec le XT5 aussi, et avec le XH2, il est vendu en kit aussi. Voilà, donc ça peut être quand même un choix qui s'entend. Moi je l'avais, parce que je l'avais acheté en kit avec mon XT4, voilà, et je l'ai revendu en fait, parce qu'on va arriver maintenant au suivant que j'ai acheté à la place, hein, on va dire, c'est le Sigma 1850. Alors ce Sigma 1850 f2.8, il vient à la fois concurrencer le 1855, on va dire directement, puisque c'est quasiment la même plage focale, mais il offre le 2.8 constant, et surtout par rapport au 1855 de Fuji, lui, il a une qualité optique vraiment excellente, c'est-à-dire qu'il est du niveau du 1655 de Fuji. Donc on a la qualité du 1655, on a le 2.8 constant, par contre on n'a pas la plage focale du 1855. Mais ce qu'on perd en plage focale, je peux vous dire, on le gagne au centuple en compacité et en poids. Ces deux objectifs n'ont strictement rien à voir. Le 1850 de Sigma, c'est un objectif qui pèse 290 grammes. Je ne sais pas si on se rend bien compte hein, de ce que ça donne, mais moi, même sur mon XH2S, où on pourrait se dire, bon, le XH2S, c'est déjà un boîtier assez conséquent, mais ça donne une maniabilité digne d'une petite focale fixe, hein, vraiment. Hein, c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il donne en plus des images époustouflantes, hein, et c'est un 2.8 constant. Et pour enfoncer le clou, là, il coûte 499 €. Bon, ah, c'est dommage de s'en priver, je pense, de celui-là, hein, clairement. Voilà. Donc, moi, je ne regrette pas du tout ce choix. Alors, par contre, j'ai perdu forcément un peu en focale par rapport à mon 1680, hein, c'est sûr. Donc j'en parlerai dans la vidéo suivante. Ça va être le côté comment on rattrape le grand angle. Alors on peut aussi quand même avec le petit 24 mm de 8 de Fuji. Hein. Et puis le côté télé, là ça me gêne moins en fait, parce que j'ai aussi un autre objectif quand même hein, de focale plus longue. Voilà, en tout cas un superbe objectif. On va terminer cette vidéo avec un objectif qui est arrivé très récemment. C'est le Fuji 1820 f4. Alors ce 1820 f4, ben c'est un objectif encore plus polyvalent que le 1680. Alors ça dépend de quoi on parle. Il est moins polyvalent côté grand angle, mais sensiblement plus côté télé, puisque 120 c'est quand même équivalent à 180 en plein format. Donc là on rentre dans le vrai téléobjectif quand même. Et 18, on reste quand même sur du grand angle, hein. Ça fait un équivalent 27 hein, mm en plein format. Mais ok, c'est pas le 24 quand même. Alors cet objectif, il est aussi un peu, enfin spécialisé en tout cas, il a des fonctions vidéo que n'ont pas les autres là, hein, chez Fuji, et notamment le power zoom, c'est-à-dire le fait de pouvoir zoomer, dézoomer, sans tourner la bague, hein, juste avec un bouton de manière très fluide, ce qui est très utile pour le coup en vidéo. Après, en qualité optique, alors il n'a pas été beaucoup testé encore cet objectif. Les tests qu'on trouve, hein, sérieux, hein, je veux dire, font mention d'un objectif qui se comporte comme le 1680, c'est-à-dire au centre tout va bien, et sur les bords, notamment quand on est au grand angle, c'est pas trop la fête, quoi. Hein. Donc ça dépend comment on utilise cet objectif. Si on le prend pour sa polyvalence, puis pour quand même son f4 constant sur une telle plage focale, quand même, c'est pas rien. Hein. On peut se contenter hein, de ça du moment qu'on ne fait pas des super photos de paysage agrandis en A2, quoi. Voilà, c'est ça, quoi.
Ensuite, cet objectif, il n'est pas trop lourd hein, pour le coup. Par contre, il n'est pas compact. Hein, il est long, quoi, surtout. Ah oui, quand même, 120, hein, on ne peut pas tout avoir. Alors, pour finir avec les zooms, on a Tamron, hein, quand même, qui a amené une solution intéressante aussi, hein, en monture Fuji, avec le 1770 f2.8. Donc là, on a un objectif pour le coup qui, c'est un peu le meilleur des deux mondes, quelque part. C'est-à-dire qu'il a plus de range hein, que le Sigma, là, clairement. Que ce soit côté grand angle, parce que 17, c'est quand même mieux que 18. Hein. 17, on se rapproche quand même, en équivalent plein format, on se rapproche quand même beaucoup du 24 mm. Hein. Et de l'autre côté, il monte à 70. Donc 70, c'est un équivalent 105, hein, alors que le Sigma, c'est qu'un équivalent 75. Donc là, sur la polyvalence, on a un superbe objectif, surtout qu'en plus, optiquement, il est quand même bon. Hein. Il est, sur la première partie du zoom, il est quasiment, je crois, aussi bon que le Sigma, hein, en fait. Donc, super. Hein. Donc, c'est-à-dire aussi bon aussi que le Fuji 1655. Alors, bon, après, quand on s'approche des 70 mm, il perd un peu quand même, hein, en qualité, ce qui est logique. Hein. Là, c'est pas un défaut, hein, je veux dire. Mais voilà. Alors, ce qui va être plus un défaut, c'est inhérent à ce range hein, et à l'ouverture de 8, c'est qu'il n'est pas compact. Alors, pour le coup, hein, rien à voir avec le Sigma. Donc, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est sûr. Après, c'est quand même un objectif intéressant, je trouve. En autofocus, là, il y a un peu à dire. Tamron, ils ont deux moteurs autofocus selon leur gamme. Et celle-là, elle n'a pas le droit au VXD, c'est-à-dire le moteur plus rapide, hein, en suivi notamment hein, de sujets. Lui, il a le RXD. Et ben, ça fait quand même une différence, c'est-à-dire que sur un suivi hein, de sujets rapides, une rafale, vous allez avoir beaucoup plus de déchets, hein, là, pour le coup, qu'avec le moteur VXD ou même qu'avec le Sigma 1850 qui, lui, a un moteur plus moderne et plus rapide. Voilà. Donc, à voir hein, ce qu'on veut. Alors, toujours chez Tamron, je vais quand même le mentionner, parce que même s'il rentre finalement dans toutes les catégories, enfin, pas les ultra grand angle, mais au moins dans les téléobjectifs, il y a le 18-300, hein, le super zoom, l'objectif unique, voilà, quand on ne veut pas changer du tout d'objectif. Le 18-300, alors, donc c'est quand même un équivalent en plein format, c'est pas rien quand même. Hein. 27-450, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est énorme aussi, enfin c'est énorme. Il n'est pas trop énorme, mais enfin, il n'est pas compact. Hein, ça, on va pas rêver quand même. Mais enfin, vu le range, il n'est pas si gros que ça, hein, finalement. Après, il est pas trop mauvais en plus, c'est ça qui est surprenant, parce que alors là, quand on regarde tous les tests de cet objectif, souvent, les gens sont étonnés par sa qualité pour sa catégorie, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que sur la plage, je sais pas, 17, 18, 70, il a quand même pas le niveau de son petit frère. Hein. Bon, heureusement, sinon, c'est lui qu'il faudrait acheter, forcément. Après, quand on va vers les 300 mm, eh ben, ça baisse un peu en qualité, mais enfin, visiblement, c'est quand même pas si mal. Hein. Donc, alors évidemment, on n'a pas des ouvertures non plus folles, mais enfin, c'est pas non plus la cata. Hein. C'est du 3.5.6.3, vu le range, c'est pas possible de faire mieux, là, hein, clairement. C'est un objectif qui n'est pas donné, mais enfin, qui n'est pas non plus d'un prix excessif, vu son atout principal. Donc c'est un choix qui peut s'entendre. Alors peut-être pas en choix unique quand même, plutôt le choix voyage, hein, on va dire. Voilà. Alors on a fait le tour là, je crois, hein, pour les focales entre guillemets standards. Hein. Prochaine vidéo sur les ultra grands angles. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.